Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Mon invité est le porte-parole du parti américain républicain en France et soutien de Donald Trump. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour. Vous sortez aux éditions Fayard votre livre Vers un Trump français, point d'interrogation. On en parlera dans cette interview. Mais tout d'abord, revenons sur le bilan de Donald Trump depuis le retour à la Maison Blanche, entre le durcissement des visas de travail, les fouilles des réseaux sociaux et l'entrée du territoire américain, droit de douane exponentiel ou encore la proposition de supprimer la double nationalité, pour ne prendre que ces exemples. Beaucoup de Français installés aux États-Unis disent ne plus se sentir les bienvenus. Nicolas Conquer, est-ce que vous comprenez leurs inquiétudes et est-ce que vous avez des éléments pour les rassurer ? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites et qui ont toujours pour but de rassurer la sécurité tant des ressortissants américains que de ceux qui sont amenés à vivre sur le sol états-unien, que ce soit donc des étudiants, des expatriés, des résidents, et pour lesquels ils doivent être rassurés par les démarches qui sont entreprises justement, qui est pour garantir la sécurité, notamment si vous pointez du doigt la dernière mesure concernant des visas pour lesquels l'obtention d'ESTA notamment permettrait d'aller plus en détail sur les informations liées à des publications sur les réseaux sociaux. C'est vraiment en vue de lutter contre du crime migratoire sur lesquels on pourrait mettre à disposition des publications publiques pour identifier des menaces sur le territoire national. Donc ça part évidemment d'une volonté d'assurer la sécurité au même titre que les fouilles dans les aéroports pour s'assurer que vous n'avez pas de menaces sur le territoire américain. C'est la première chose. Ensuite, sur ce qui est de la binationalité, c'est des choses qui sont évoquées évidemment et sur lesquelles il y aura sans doute des challenges judiciaires, juridiques. J'en suis moi-même à titre personnel concerné, oui, on va en parler. Concerné en tant que franco-américain, mais je pense que ça va au-delà. Et la première question, et qui peut nous interroger tant auprès des expatriés que des gens qui souhaiteraient les États-Unis, c'est la suppression du droit du sol. Et donc ça, c'est le vrai gros sujet qui pose un peu une transgression idéologique d'une certaine manière, parce que c'est un amendement de la Constitution, le 14e, qui permet à ce que tous ceux qui soient nés sur le territoire américain obtiennent la citoyenneté. Il faut rappeler que ça a été mis en place, inauguré dans un contexte post-abolition de l'esclavage, et qui permettait initialement aux fils d'esclaves de pouvoir bénéficier de la citoyenneté américaine, et qu'à aucun moment l'idée et la lettre de cet amendement était de pouvoir garantir l'obtention systématique de la nationalité américaine juste par le droit du sol. On va y revenir sur ce sujet de la binationalité. Depuis plusieurs mois, de nombreux Français, notamment en France, évoquent aussi une forme de perte du rêve américain, et on voulait commencer par ce sujet-là avec vous. Les États-Unis ne figurent plus parmi les destinations privilégiées pour une expatriation. Quant à payer un tiers moins, n'est-ce pas finalement le revers de la médaille de la politique menée par Donald Trump ? Il faudrait voir sur le long terme. Moi, je n'ai pas de chiffres qui attestent de ça, mais je vois surtout au point où Donald Trump a lancé désormais une gold visa, une carte qui permettrait en quelque sorte d'acheter la citoyenneté américaine, sur laquelle il y avait de très fortes demandes. Je vois surtout des visas sur lesquels il y a toujours notamment des visas spécialisés qui viennent essentiellement, il faut le dire, de Chine et d'Inde, qui sont toujours très courus. Il y a peut-être une accalmie provisoire, mais une redirection vers d'autres pays. Mais en tout cas, force est de constater que les pays comme les États-Unis, par leur agenda pro-business et leur capacité à innover, continuent à attirer les talents de par le monde. Et je pense que les Français aussi y ont toute leur place. On l'a vu, il y a eu des échanges culturels, diplomatiques, économiques depuis 250 ans. On entre dans un cycle de commémoration de 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Donc, il y a un lien particulier à raffermir en cette année anniversaire. Depuis le début du second mandat de Donald Trump, comment qualifier les relations entre les États-Unis et la France ? En janvier 2025, sur nos antennes, vous affirmiez vouloir œuvrer à un meilleur rapprochement entre les deux pays, notamment sur le plan économique. Un an plus tard, nous en semblons un peu éloignés. Alors, il y a la forme des relations entre Emmanuel Macron et Donald Trump, où c'est toujours chaleureux, avec parfois des petites piques. Et puis sur le fond, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Où est-ce qu'on en est de ces relations franco-américaines, Nicolas Conquer ?
Bah, juste sur l'aspect économique, certes, il y a une volonté de Donald Trump de revenir à une certaine forme de protectionnisme, raisonné avec des barrières douanières, mais ce qui permet également, de renforcer la présence d'industries et d'entreprises françaises aux États-Unis. Il y a eu des investissements records de LVMH au Texas, de CGA, CGM qui a également eu, des investissements très importants aux États-Unis et on le voit notamment à travers le rôle de l'ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, le fait de renforcer la présence aussi, d'entreprises américaines en Europe et en France en particulier. Donc je pense que cet agenda, pro-business et de raffermir les liens économiques, il est très présent à l'esprit de tous. En ce qui concerne les relations entre les dirigeants, elles sont ce qu'elles sont. Ils ont des styles différents et chacun cherche un peu à tirer la couverture vers lui, tant sur la gestion des conflits, internationaux et des crises géopolitiques sur le théâtre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ou sur d'autres sujets qui pouvaient toucher à la souveraineté territoriale, de l'Europe. Vous vous souvenez de l'épisode du Groenland sur lequel Donald Trump pouvait avoir des vues et on rappelle que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose pour laquelle il avait déjà émis des souhaits lors de son premier mandat et je vous rappelle que même, durant les années 40, c'était Harry Truman qui avait fait une proposition de 100 millions de dollars pour, proposer, d'acheter ce territoire. Donc c'est en soi, pas quelque chose de neuf, mais, en tout cas, il y a une nouvelle, grammaire des relations internationales qui est en train de se dessiner, dont Donald Trump nous impose un petit peu la langue et il faudrait pouvoir l'apprendre parce que c'est désormais un langage plus rugueux qui est celui des puissances et si on veut compter, en fait, sur la scène internationale désormais, c'est des langues dont il va falloir, parler. Mais encore une fois, je le rappelle, on est dans ce cycle anniversaire, pour laquelle, les États-Unis doivent beaucoup à la France pour leur indépendance de la couronne d'Angleterre et je pense que ce lien de 250 ans, il n'a pas encore exprimé un peu toute sa force et peut-être son mystère et donc dans cette continuité-là, je vous annonce aussi en parallèle de la sortie de mon livre, la création d'un institut transatlantique pour affermir ce dialogue et œuvrer un peu au renouveau de l'Occident, qui s'appelle donc The Western Arc, notamment, donner un peu cette vision et de réconcilier l'efficacité américaine et la profondeur européenne à travers un lieu où on met en mouvement des idées entre Washington et Paris. Cet institut est à l'initiative de qui? C'est porté par qui? Eh bien, par votre serviteur, Nicolas Conquer, mais qui vise D'accord. également à mobiliser, des élites intellectuelles, économiques, littéraires entre, les 2 rives de l'océan Atlantique pour justement, œuvrer à ce dialogue qui, pour moi, est à une phase où il y a un aliment de structure entre les nouvelles lignes portées par le Parti républicain américain et les droites européennes. Désormais, il s'agit pas seulement de créer des murs, mais également créer des ponts et donc, c'est à quoi je m'emploie, pour justement arriver à structurer un mouvement de long terme. On voit qu'il y avait déjà des mouvements très atlantistes, qui ont vécu leur temps, je ne vais pas les nommer, mais qui sans doute, ne sont peut-être plus, en phase avec, ces nouvelles relations, avec les nouveaux interlocuteurs et donc désormais, il y a lieu de proposer, une nouvelle offre, davantage, tournée vers, l'identité, la défense de la liberté, quelque chose de plus enraciné, vers laquelle, nous pensons pouvoir répondre et continuer à maintenir ce lien, qui est précieux entre les 2 faces de l'Atlantique. Par institut, il faut comprendre quoi? Think tank, parti politique, groupe de synergie? Alors du coup, je prends un peu le contre-pied du think tank. Moi, j'ai vraiment une vocation de là où je viens et mon approche d'être dans le do tank, d'être vraiment dans la capacité à mettre en œuvre, des actions à travers une production doctrinaire. Donc c'est pas juste là brasser des idées, c'est pas un club fermé non plus et ça vise à mobiliser différents, contributeurs, de la sphère, comme je l'ai dit, que ce soit universitaire, entrepreneuriale, pour justement, considérer que les États-Unis sont peut-être pas un modèle, mais sans doute un miroir et on peut sans doute entre, l'héritage européen et la capacité d'innovation américaine, trouver une manière de compléter les 2 et de s'enrichir plutôt que de vouloir un peu se regarder un peu de manière défiante. Je pense qu'il y a lieu de réconcilier ça. On a un lien vers l'atlantisme et vers l'avenir américain un peu tourmenté et donc en le réconciliant, montrer aussi, sortir peut-être de ce complexe qu'on peut avoir à l'égard des États-Unis en considérant qu'on a toujours beaucoup d'auteurs français pardon, qui sont suivis dans les cercles conservateurs et même au-delà américains. Et donc, partir du principe que la France, elle a encore beaucoup à offrir au monde. Et donc, c'est à ma maigre mesure ce que je m'emploie de faire en réconciliant avec cette vision aussi, cette double identité qui m'habite et cette double expérience politique que j'ai pu avoir aux États-Unis comme en France.
Merci pour les précisions. On aura certainement l'occasion d'y revenir sur cette démarche que vous nous annoncez aujourd'hui. Juste avant de parler de votre livre, où on en a parlé de cette binationalité, vous êtes franco-américain. Vous avez donné votre début de réaction au projet du sénateur républicain Bernie Moreno qui vise à interdire la double nationalité. Alors, la loi contraindrait des millions de binationaux à choisir. Si elle était adoptée, qu'est-ce que vous feriez, vous nous avez parlé tout à l'heure de pourquoi ce projet de loi, ce qu'il voulait résoudre, mais du coup, feriez quoi? Français ou américain? Bah, voilà, c'est quand même ça reste de l'ordre de la fiction, donc voilà, moi je veux pas me positionner sur des choses qui sont encore, très concrètes. Si, voilà, s'il y avait plus un challenge sur une double allégeance, je tiens d'abord à dire qu'il s'agit pas d'être, binational ou citoyen d'un autre pays pour pouvoir commettre des actes, enfin d'intelligence avec l'ennemi. On l'a déjà vu, et là je prends volontairement des cas extrêmes, mais on l'a déjà vu, des gens qui étaient, soit, français ou d'une seule nationalité et qui ont pu jouer contre les intérêts de leur propre patrie. Pour rendre les choses encore plus compliquées, moi j'ai servi sous les drapeaux français, j'ai concouru pour une élection législative en France. Donc le questionnement n'est pas simple, mais pour moi ces deux identités, elles sont pas antagonistes, elles rentrent pas en conflit, elles se complètent, elles se renforcent. Donc je réponds pas à votre question, mais voilà. Oui, on a compris que c'est parce que c'était pas simple. Et c'est pas que c'était pas de la mauvaise volonté. C'est pas quelque chose de compliqué, et pour moi, c'est pas quelque chose d'actuel et d'imminent, parce que c'est une proposition qui s'ancre, à mon avis, sur d'autres choses qui sont davantage plus critiques, et avec sans doute des pays qui sont davantage hostiles aux États-Unis, notamment. Vous avez sans doute vu le déploiement d'une armada militaire dans le golfe d'Amérique, à proximité de la Colombie. Je pense que ça pose davantage question à des pays qui pourraient être rivaux des États-Unis. Et donc arrivons sur ce livre que vous publiez. Vous sortez le 14 janvier prochain un livre intitulé « Vers un Trump français » aux éditions Fayard. Existe-t-il réellement des parallèles entre la vie politique française et la réélection du milliardaire américain à la Maison-Blanche? Est-ce que vous avez des exemples précis? Alors, ce livre, il s'inscrit de ce que j'ai pu voir lors de campagnes politiques françaises et d'échos que j'ai pu entendre sur les marchés du Cotentin, de ce que j'ai pu les mêmes propos entendre avec des visages différents dans les plaines du Midwest. Et donc, le sous-titre est assez important parce qu'il parle des colères françaises, les colères auxquelles on est en train d'assister aujourd'hui. Et tristement, on a un pays qui vit différentes crises avec ce qu'on peut appeler ce miroir américain. C'est une image assez éculée, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, dans le sens où moi, je veux dire que les États-Unis ne sont pas un modèle, mais un miroir. Et effectivement, on a beaucoup de choses qui nous arrivent pour le meilleur comme pour le pire des États-Unis, et sur quoi il faut être prêt. Mais on traverse les mêmes maux MAUX qu'aux États-Unis, à savoir paupérisation des classes moyennes, désindustrialisation, crise sociale, perte du sens religieux, fracture territoriale, mépris des élites vis-à-vis des classes populaires. Et donc, pour moi, il y a une certaine forme de transposition. Je ne vise pas pour un simple copier-coller, mais sans doute une transposition. Et évidemment, à travers cette question qui interpelle, savoir si la France va accueillir son Trump français, de savoir dans quelle mesure il ne faudrait pas peut-être plus un Trump à la française, ou quelque chose de plus adapté à notre longue histoire, notre temps, notre siècle et nos institutions. Évidemment, c'est même le général de Gaulle qui vous parle d'un système qui est adapté pour un peuple et une période en particulier. Donc, en soi, la question, elle peut séduire, tout comme elle peut être un repoussoir, mais la question, elle est désormais urgente, parce qu'on le voit de par le monde, et dans des pays où on ne l'attendait pas forcément, notamment récemment au Japon. La première ministre, elle, se réclame du Trumpisme. On l'a vu avec d'autres courants sur des lignes mais plus iconoclastes, comme Nayib Bukele au Salvador, ou Javier Milei sur la fin de la bureaucratie et d'un État tentaculaire en Argentine, mais désormais au Chili. Donc il y a vraiment un courant qui n'est pas seulement une fièvre passagère, mais vraiment une tectonique de fond, à côté de laquelle on a tort de vouloir caricaturer Trump pour ses outrances et son style vraiment iconoclaste. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement qui est une orientation de fond du Parti républicain, et qui répond à une attente aussi des peuples français. Et je pense que Donald Trump, malgré ses sorties médiatiques, il y a des discours qui témoignent vraiment de toute cette colonne vertébrale idéologique, notamment ses prises de parole devant les Nations Unies sur la fin de l'ère des globalistes et désormais l'ère des patriotes,
qui, je pense, font écho à des préoccupations auxquelles, moi j'ai pu être sensible et exprimées par différentes sensibilités en France qui permettent à un courant, d'inspiration analogue. Maintenant, si vous voulez me demander concrètement ce qui serait à reprendre, je pense qu'il y a des différents critères et donc, je définis à travers, en fait, un portrait robot à l'image de ce qu'avait fait, l'Express en 1963 pour identifier quelle serait la figure d'opposition au général de Gaulle. Je reprends ce même portrait robot pour identifier qui serait ce monsieur X, sachant qu'à l'époque, je vous la fais courte, mais l'Express avait fait et cause pour la candidature du maire de Marseille, Gaston Defferre, un élu, technocrate de proximité. Globalement, Trump, c'est complètement son opposé. Donc, j'ai établi, ce même type de critères pour voir un peu ce qu'il prendra en France pour éventuellement ce qui aurait moins de prise. On peut imaginer que le côté tribunicien, c'est quelque chose à laquelle on est assez sensible en France. On l'a vu, Robespierre s'est fait renverser à partir du moment où il ne tenait plus à la tribune et le fait de savoir parler, ça a fait la force de nombreuses personnalités politiques. Aujourd'hui, on voit que, notre scène politique française est devenue un théâtre d'ennui. C'est pas tant qu'on mente en politique, c'est qu'on sache plus parler, le véritable problème aujourd'hui, le véritable scandale. Donc évidemment, il faut savoir cultiver ce rôle de la parole. Ensuite, il y aurait le sujet de l'argent. Trump, il s'enorgueillit de toutes ses réussites économiques, dans ses affaires, dans son art du deal. En France, on a une culture un peu plus, pudique. On a un rapport à l'argent et à ce qui est quantifiable qui est, plus réservé, plus discret. C'est un héritage, de longue date et ce qui fait que, en soi, tout n'est pas forcément réplicable et voilà, je pourrais vous décliner différents critères, mais je pense que ce que ça montre, au-delà de tout ça, la véritable, ce qui rend la chose rare, c'est que c'est une personne de synthèse. C'est qu'elle a une capacité à réconcilier les élites aristocratiques et bourgeoises et les classes populaires et les perdants de la mondialisation heureuse. Et Trump, à travers, sa figure assez iconoclaste, il arrive à créer ce genre de forte coalition, ce qui peut inspirer, ceux qui auraient des ambitions, politiques, sur la scène politique française, que ce soit à droite, à gauche ou au centre. Mais évidemment, faut pas croire que ce soit uniquement, les gens de la droite, de l'extrême droite qui regardent vers Trump. Les premiers à avoir senti ce mouvement populiste, sont pas forcément là où vous croyez. Et d'ailleurs, quand on dit qui serait le Trump français, ça m'arrive souvent d'avoir la réponse que ce serait un Jean-Luc Mélenchon pour son côté tribun, vous voyez? Certaines formations politiques qui se sont, détachées des classes populaires voient ça aussi avec, curiosité, intérêt, avec pas forcément de capacité à proposer une offre politique, notamment au centre, qui fait que, ce phénomène interpelle, interroge et je pense que, il y a de la place pour, en tout cas, il y a une vraie soif d'incarnation, on le voit et moi, mon rôle, c'est pas seulement de prêcher pour un homme providentiel de plus, mais justement à travers, différents points d'entrée qu'on a dans ce livre, un portrait robot qui s'appuie sur ces analyses, notamment, des liens entre la France et les États-Unis et de voir, en quoi, on a une histoire qui est liée et qui va continuer à pouvoir exprimer, tout son mystère. Eh bien merci, c'est très complet, en tout cas ça donne envie de découvrir cet ouvrage. Je rappelle la publication de votre livre Vers un Trump français, c'est une question, point d'interrogation, aux éditions Fayard. Pour continuer de suivre l'actualité de nos compatriotes à l'étranger, abonnez-vous à la lettre d'information lesfrançais.press ou restez connectés à nos différents supports et puis toute la rédaction se joint également à moi pour vous souhaiter une excellente année 2026. Avec grand plaisir. Merci encore Nicolas Conquer.